Visite du président de la transition du Burkina Faso au Mali, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est engagé à œuvrer aux côtés de son homologue malien, colonel Assimi Goïta, pour le bonheur des deux peuples. Un extrait de son intervention à l'entame de cette édition. Sécurité routière à Bougouni, les conducteurs d'engins à 3 roues ont désormais leur permis de conduire. Une opération spéciale de délivrance de permis a été menée dans la région par le ministère en charge des Transports. Nous sommes dimanche 4 septembre. Bonjour, merci de nous suivre. Vous le savez, le président de la transition de Burkina Faso était hier en visite au Mali. Les deux chefs d'État se sont quittés sur une note d'optimisme et entendent s'investir davantage à œuvrer ensemble pour le bonheur des peuples maliens et burkinabés. Leur entrevue a été suivie d'une séance de travail entre les délégations maliennes et burkinabés. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est exprimé à l'issue des échanges au micro de Ibrahima Traoré. Nous avons effectué une visite d'amitié ce jour au Mali dans le cadre de la coopération qui existe entre le Burkina et le Mali, mais aussi il était de bon ton pour nous qui sommes dans une période de transition de venir auprès des autorités de la République du Mali pour aussi avoir un cadre de partage et d'échange autour des défis auxquels sont confrontés les transitions du côté Mali et aussi du côté du Burkina Faso. Quels sont ces défis? Les défis, vous le savez, le Burkina et le Mali, nous avons autour de 1400 km de frontières qui sont, ces 1400 km de frontières connaissent de l'insécurité. C'était essentiellement autour des questions sécuritaires que nous avons eu des échanges avec le président Goïta. Et qu'est-ce que vous avez convenu au terme des échanges? Nous entendons en tout cas dans les jours à venir mieux examiner et renforcer les partenariats militaires qui existent entre nous pour davantage relever les défis sécuritaires auxquels les populations, nos peuples sont confrontés. Et on nous dit que vous avez évoqué également l'affaire des 49 militaires ivoiriens illégalement entrés au Mali. Merci, je ne voudrais pas me prononcer sur ce point. Je pense que les autorités du Mali, en tout cas, auront l'occasion de donner d'autres aspects des échanges que nous avons eus. Le Mali a accepté de libérer 3 soldats ivoiriens sur les 49 détenus. L'annonce a été faite hier par le ministre togolais des Affaires étrangères, professeur Robert Dussé, en présence de son homologue du Mali et du ministre directeur du cabinet du président ivoirien. Envoyé spécial Nyanyalou Traoré, Adama Kamara. L'affaire dite des 49 soldats voit son épilogue par la libération de 3 soldats féminins. La nouvelle a été donnée au Togo par son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé, qui salue le geste hautement humanitaire du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le président de la transition, le président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, a accepté, conformément à l'esprit de la déclaration lue par le ministre et directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, de procéder à la libération de certains prisonniers. Et le président de la République togolaise se réjouit que le président Assimi Goïta ait accepté de libérer, en guise d'un geste humanitaire, 3 prisonniers sur les 49. Donc 3 soldats ivoiriens sont libérés et les discussions sont en cours pour que très rapidement les autres soldats en détention puissent retrouver leur liberté totale. Avant la déclaration, le ministre directeur de cabinet du président Ouattara a insisté sur quelques précisions qui ont abouti à ce résultat. L'État ivoirien reconnaît des incompréhensions dans l'affaire et s'engage à rectifier le tir. La République de Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine
de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Afin d'aplanir les divergences existantes et de contribuer ainsi à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région, la République de Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali les échanges et les discussions sur tous les sujets d'intérêt commun. Ces annonces sont l'aboutissement d'une longue médiation entamée par le Togo depuis l'interpellation le 10 juillet dernier de ces soldats ivoiriens à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Au nom du président de la République, remercier le président Alassane Ouattara pour sa disponibilité à continuer à discuter avec les autorités maliennes pour la paix, non seulement en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Nous sommes heureux d'aboutir à ce dénouement partiel et nous voudrions vous rassurer avec les efforts de tous les chefs d'État, du président Assimi Goïta, du président Alassane Ouattara et du président Faure Gnassingbé pour la libération très prochaine des autres soldats qui sont en détention. Cérémonie de remise d'équipements et de matériel de prévention et contrôle des infections à 70 structures de santé communautaire de Bamako. Cette donation est l'œuvre de l'Union européenne à travers International Medical Corps. Reportage Ibrahim Kaou Kounate et Mbarakoumega. Cette donation d'équipements et de matériel au 6 CCRF et 64 CESCOM du district de Bamako s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de ces structures de santé en matière de prévention et contrôle des infections. C'est des équipements qui sont composés d'un certain nombre de matériels, des équipements de protection individuelle tels que les gants, les masques, les masques faciaux, du matériel d'hygiène et d'assainissement, on peut citer les balais, eau du javel, du savon liquide, des gels de lavage de mains, des poubelles pour le tri et la ségrégation des déchets médicaux, donc conformément aux standards en matière d'hygiène hospitalière. Donc c'est un lot très important qui est la première phase. Normalement, une seconde donation sera effectuée dans les semaines à venir d'une valeur actuelle autour de 27 millions de francs CFA. Financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'International Medical Corps, ce projet vise à contribuer au renforcement de la prise en charge sanitaire de qualité pour limiter la transmission de l'épidémie du Covid-19 dans les districts sanitaires. Les mesures prises par le gouvernement pour atténuer les effets néfastes de cette maladie sur les ménages et les entreprises sont à saluer et à encourager. En dépit du travail remarquable accompli par les services de santé, de gros efforts restent à accomplir pour rehausser le taux de vaccination. Je me réjouis donc de cette initiative qui arrive à point nommé et qui cadre avec les objectifs du gouvernement sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Il complète et renforce diverses initiatives déployées depuis le début de la dite pandémie. Présente au Mali depuis 2013, l'ONG International Medical Corps, IMC, a pour mission d'améliorer la qualité de vie grâce à des interventions de santé et des activités connexes. La mairie du district de Bamako vient de procéder à sa traditionnelle restitution de comptes administratifs à l'endroit des contribuables. Madame Koulibaly nous donne plus de détails. Cet exercice entrepris par la mairie du district de Bamako traduit une volonté d'instaurer un climat de confiance entre les élus locaux et les populations. Les échanges s'effectuent autour d'un partage d'informations sur la gestion des fonds publics. Quand nous sommes élus, nous sommes obligés de rendre compte aux populations. Donc c'est dans ce cadre-là
que conformément aux dispositions légales et réglementaires, avec le gouverneur, avec le conseil municipal, avec les services techniques, nous avons rendu compte des activités que nous avons eu à mener sur le terrain durant l'exercice 2021. Au titre de l'exécution du budget 2021, exprimé à 78 milliards de francs CFA, il est noté un taux d'exécution d'environ 51%. Les activités réalisées concernent le domaine de l'assainissement, l'éducation, l'aménagement des routes, entre autres. La mairie nous a invités pour participer, n'est-ce pas, à sa présentation des bilans. Nous invitons à persister dans ce sens pour que vraiment la ville de Bamako puisse profiter. Et nous également, on a profité, n'est-ce pas, de ce débat-là, de leur faire part de certaines de nos préoccupations. En tant que gouverneur du district, nous ne pouvons que nous réjouir de voir la mairie du district se soumettre à cet exercice. Et ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de collectivités. Et donc cela témoigne du courage de M. le maire. En termes de recommandations, la mairie sollicite l'accompagnement des plus hautes autorités, surtout en ce qui concerne l'assainissement de Bamako, et à la population de s'acquitter de ces taxes et redevances pour un développement harmonieux. À l'intérieur du pays, en troisième région, près de 800 millions de francs CFA sont injectés chaque année par l'INPS pour la prise en charge des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles. Pour minimiser les conséquences de ces risques et améliorer l'efficacité des mesures préventives, l'Institut prépare la mise en place d'un observatoire national des risques professionnels, un outil qui permettra d'identifier l'ensemble des risques liés à la santé et la sécurité au travail. Compte rendu, Moussokoro Sireme, Adamadoulou. Entre perte d'emploi, baisse de production pour les entreprises et souffrance des victimes, le Mali a enregistré au cours des 4 dernières années plus de 1500 cas d'accidents du travail, dont 130 dans la région de Sikasso, selon les données du service des accidents du travail de l'INPS. D'où la nécessité pour l'Institut de mettre en place un outil d'aide à la décision en matière de gestion des risques professionnels, dit Observatoire national. L'Observatoire national du Mali va s'occuper de l'ensemble des risques. Tout ceci pour avoir comme résultat un réseau de gestion des risques professionnels impliquant les acteurs, les travailleurs en premier lieu, les employeurs, l'administration, les ONG et la société civile. L'opérationnalisation de l'Observatoire nous conduira, j'en suis sûr, vers une bonne gouvernance et plus de transparence dans le management des risques professionnels, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau des organes assurés. Cet instrument de veille qui sera mis en place à travers cet atelier préparatoire doit ainsi permettre de détecter les différents problèmes de sécurité et de santé des acteurs du monde du travail et d'y apporter les corrections adéquates. La promotion de la santé et sécurité au travail a toujours été une préoccupation des gouvernants. Je vous invite à une réflexion stratégique en vue de doter notre pays du meilleur observatoire national dans l'espace de l'interafricaine de prévention des risques professionnels. Au Mali, les accidents de travail et des maladies professionnelles coûtent chaque année à l'INPS près de 800 millions de francs CFA. La prise en charge concerne la réparation, la réadaptation et la rééducation. Une minute de silence a été observée en la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires ayant perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Cérémonie de clôture à Bougouni de l'opération spéciale de délivrance de permis de conduire pour les engins à 3 roues ainsi que leurs immatriculations initiées par le ministère des Transports et des Infrastructures routières. Au cours de cette vaste campagne, la direction régionale des transports a délivré 1971 permis de conduire et 518 cartes grises. Jafar Aïdara. Cette cérémonie de clôture marque la fin de l'opération spéciale de délivrance des permis de conduire pour les engins à 2 roues et les tricycles, ainsi que leur immatriculation, initiée par le ministère des Transports et des Infrastructures, entrée en vigueur depuis le 15 novembre dernier et a pris fin le 15 août 2022. L'objectif de cette vaste campagne est de permettre aux usagers de la route de se procurer ces documents à moindre coût. Nous sommes venus très heureux sur les instructions de Madame le ministre des Transports et des Infrastructures pour
participé avec les gens de Boubouni à une cérémonie solennelle de clôture des opérations spéciales d'immatriculation des engins à 2-3 roues et des délivrants de permis de conduire à des conducteurs. Parce que dans les statistiques ici que nous avons, Boubouni s'est classé la région la plus performante. 25% en termes de délivrance des permis de conduire, 32% en termes de délivrance de cartes grises. Une initiative qui a été facilitée par l'appui technique et administratif et même matériel de M. le gouverneur de la région de Bougouni, qui, au directeur régional des transports, a fait don de matériel informatique de dernière génération pour que le travail à l'interne se fasse correctement. Selon les responsables du ministère en charge du transport et des infrastructures routières, cette première phase qui vient de s'achever est jugée satisfaisante. On peut faire mieux si les gens avaient compris que venir à l'administration, satisfaire les règles, en tout cas satisfaire pour avoir le permis de conduire, pour avoir la carte grise, c'est pour soi-même d'abord, c'est montrer qu'on est un bon citoyen, qu'on veut participer soi-même au développement de son pays. Parce que c'est un développement personnel d'abord qui, conjugué au plus grand nombre, donne un développement national. Il faut que les gens aient conscience que j'ai fait le permis de conduire pour ma propre sécurité. Une visite des locaux de la Direction régionale des transports et des infrastructures routières de Bougouni a mis fin à la cérémonie. À Koulikoro, l'atelier de formation sur l'élaboration d'une stratégie et plan de communication du Conseil régional a pris fin. Ce plan vise à améliorer et à accroître la visibilité de la structure. Le compte-rendu de Mamadou Koulibaly et Salif Maïga. Pendant 3 jours, les participants se sont penchés sur les aspects de la communication au sein des collectivités. Des objectifs ont ainsi été fixés et des moyens et outils proposés. Ce cadre d'échange entre les élus locaux, services techniques, médias et partenaires de la région vise à dégager l'importance de la communication pour le développement et la visibilité des collectivités. Un plan de communication dans le fonctionnement et même le développement d'un service est très très important parce que qui parle de service parle des partenaires. Il y a un public cible avec lequel normalement qui doivent d'abord connaître le conseil régional. Qu'est-ce que le conseil régional fait? C'est quelle collectivité? Donc aujourd'hui, ça nous a permis de connaître les cibles. Durant les travaux, les participants ont pu dégager un plan de communication qui s'étalera sur 2 à 4 ans. Lequel plan va permettre au Conseil régional de Koulikoro de spécifier ses objectifs et cibles de communication. Cela dans le but d'améliorer sa visibilité et développer ses relations à travers ses services rattachés et partenaires. Nos réalisations s'étendent sur l'ensemble de 7 cercles. Et cela, je tiens beaucoup à leur entretien, à leur fonctionnalité, à leur rendement pour les bénéficiaires des cercles. Ce plan, Inch'Allah, si en tout cas, une fois qu'on aura finalisé le travail du modérateur, le plan sera largement distribué à qui de droit pour le développement de la région. La visibilité de nos actions sur le terrain va d'abord de nos propres moyens et de nos partenaires comme l'ORTEM avec qui on a déjà passé une convention. Mais je compte également sur le partenaire qui a permis cette formation de souvent vérifier si réellement sa formation est accompagnée de fruits sur le terrain. À l'issue de cet atelier, un document de communication consensuel est donc mis à la disposition du Conseil régional pour renforcer et améliorer le processus de développement dans la région. Dédicace ce vendredi à la Faculté des sciences économiques et de gestion d'un livre intitulé « Guide pédagogique permanent d'économie ». L'ouvrage est écrit par Dr Lamine Keita. La présentation du livre avec Souleymane Sidibé. C'est un livre de 72 pages intitulé « Guide pédagogique permanent d'économie ». Dans cet ouvrage, l'écrivain Dr Lamine Keita nous fait découvrir la dizaine de vérités cachées aux fondateurs de l'économie. Un guide pédagogique permanent d'économie. Le titre est choisi. Le mot permanent dit déjà que ce n'est pas un homme qui a fait ce travail-là. Parce qu'il est fondé sur les paroles du permanent, de l'éternel. Il est fondé sur le Coran à part entière. Il n'y a aucune idée nouvelle à l'intérieur. C'est pourquoi il est tout mince. Pour résumer, plus de 1600 pages que j'ai écrites dans 10 ouvrages différents. Donc ceci est fondé
sur le Coran, uniquement des versets très précis par rapport à l'économie et par rapport à la monnaie, dont l'importance est sans appel. Et Dieu nous a mis en garde. Il a expliqué en long et en large, en donnant des conséquences que nous avons pu établir totalement et entièrement dans le cadre de l'économie scientifique, c'est-à-dire l'économie dotée de la mesure. Il faut comprendre exactement que la monnaie est un instrument de mesure et qu'il y a des règles d'utilisation qui s'imposent, y compris à l'autorité. Malheureusement, dans l'insouciance, dans l'ignorance de ces règles-là, nous sommes obligés d'utiliser cet instrument de justice dans le sens contraire à la justice. Ça veut dire qu'on va créer de l'injustice à l'intérieur, des disparités, de la pauvreté et également même des guerres à l'intérieur, parce que la pauvreté amène à tout ça. C'est une base de déstabilisation profonde de l'économie si on ne sait pas respecter les règles liées à la monnaie. Le guide pédagogique permanent d'économie est élaboré en Allemagne. Il est disponible sur le site internet de l'Harmattan. Parlons culture, lancement de la 10e édition du Jazz Kumben Festival. L'initiative, selon les organisateurs, vise à promouvoir la culture du jazz chez les jeunes. L'événement était placé sous le parrainage du Cheikh Tidiane Seck, artiste musicien de renommée internationale. Aliou Abdoulaye Touré. Rôle et place de la jeunesse dans le rétablissement de la paix et la cohésion sociale au Mali, c'est le thème de la 10e édition du Festival de Jazz. Il s'agit par ce festival de susciter auprès des jeunes la musique jazz. L'objectif recherché, c'est de faire connaître le jazz au Mali, qui est une musique qui vient de chez nous, mais que nous ignorons complètement. Parce que c'est vrai qu'on est un pays de musique. Et le jazz, c'est une musique universelle. Partout dans le monde entier, il y a des festivals de jazz. Et le jazz se joue partout. Et c'est une musique d'amour, une musique de paix et de cohésion sociale. Et pourquoi pas au Mali, on ne va pas fêter le jazz. Donc notre mission, c'est ça. Pour mieux véhiculer les messages d'unité et de paix, le festival s'est transporté cette année dans les quartiers. Spécificité, cette année, le jazz va dans la rue, va dans le quartier, et jazz à l'école est devenu jazz dans le quartier. Cette fois-ci, nous sommes à Bamako-Kroa pour rencontrer la jeunesse, la population de Bamako-Kroa et faire vivre avec cette population le jazz pour un retour à la paix et à la cohésion sociale. L'autre défi de ce festival est d'initier la jeune génération à la culture de la musique jazz. Et pour cela, l'artiste musicien Cheikh Tidiane Seck est le parrain. Ce qui m'a motivé, c'est l'énergie de cette dame qui est Zoé Dambélé d'abord, et aussi le fait que pendant j'ai une quarantaine d'années déjà, on m'a catalogué comme étant un musicien afro-jazz parce que j'ai combattu l'appellation world music. Le lancement de la 10e édition du Festival de Jazz a été marqué par la prestation des groupes comme Djitoumou Balaba, Almami Tamani, en plus de la prestation du parrain Cheikh Tidiane Seck. À la fin de cette édition, bon appétit si vous êtes à table. Merci.